Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans des idées bien qui bousculent un peu, celle de The Network State. C'est l'ouvrage de Balaji Srinivasan, Mhm. un texte assez dense, parfois un peu provocateur, qui imagine, oui, des futurs assez radicaux pour la société, et puis notre manière de nous organiser. Oui, c'est un livre qui a fait pas mal parler de lui. L'auteur lui-même, il le décrit plus comme une boîte à outils, pas comme un dogme à suivre. C'est ça. Notre mission aujourd'hui, essayer d'en extraire les concepts clés. Comment Srinivasan, lui, voit l'histoire, le pouvoir, comment il analyse les forces qui sont en jeu, ce qu'il appelle Dieu, l'État et le réseau. Oui, cette triade est centrale. Et surtout, on va essayer de décortiquer sa proposition principale, l'État-réseau. Une idée qui commence en ligne pour peut-être finir sur Terre, qui sait. C'est l'idée Cloud First, Land Last. On y reviendra. Accrochez-vous un peu. Et si la technologie, au-delà des startups, des cryptos habituels, si elle permettait carrément de fonder de nouvelles villes? Voire, soyons fous, de nouveaux pays. C'est la question un peu vertigineuse qu'il pose. Oui, Ça, on va voir comment il construit son raisonnement. allons-y. Alors, pour commencer, le livre nous invite à repenser un peu notre rapport à l'histoire. Il fait une distinction intéressante, je trouve, entre la micro-histoire et la macro-histoire. Mhm. La micro-histoire, ce serait l'étude des systèmes qu'on peut tester, répéter, comme perfectionner le pilotage d'un drone, par exemple. Si ça rate. Tu recommences. Voilà, c'est un système reproductible. Et la macro-histoire, eh bien, c'est tout le contraire. C'est celle des systèmes uniques, non reproductibles. Comme quoi, par exemple? L'évolution d'une CCP, une crise financière. On ne peut pas refaire la Révolution française pour voir si un autre scénario était possible, tu vois? Non, évidemment. Prédire l'avenir d'un marché ou d'une nation, c'est infiniment plus complexe que de guider ce fameux drone. Et le livre suggère que comprendre cette complexité et surtout les limites de notre compréhension historique, c'est crucial si on a l'ambition de construire de nouvelles sociétés. Pas juste en hériter. Exactement, ne pas juste vivre dans celles qui existent, un peu comme les pères fondateurs américains qui se sont beaucoup nourris de l'histoire pour essayer d'innover en gouvernance. Et c'est là qu'une technologie précise entre en jeu. La blockchain, du Bitcoin. Oui, Le livre la présente comme un outil potentiel pour une macro-histoire plus fiable. Une sorte de crypto-histoire, il appelle ça. c'est le terme qu'il emploie. L'idée, c'est que la blockchain enregistre des transactions de manière quasi immuable et surtout vérifiable par tout le monde. D'accord, donc plus difficile à truquer, à réécrire. C'est l'argument. Il mentionne même la possibilité technique, via une fonction op-tern, Oui. qui permet d'insérer une petite quantité de données dans une transaction Bitcoin, d'ancrer en quelque sorte des événements ou des documents extérieurs au Bitcoin sur cette chaîne. Ah oui, comme une sorte de notaire numérique mondial. Un peu ça, oui. Très difficile à falsifier. L'idée serait donc de créer un enregistrement du passé moins sujet aux manipulations politiques. Moins d'histoires écrites par les vainqueurs, comme on dit. C'est l'idée avancée, oui. Ça s'oppose à une vision de l'histoire souvent façonnée par le pouvoir en place. D'ailleurs, le livre analyse comment les récits d'atrocités, alors qu'ils soient fondés, exagérés ou même inventés, sont parfois utilisés pour légitimer, voire étendre le pouvoir de l'État. Tu as des exemples? Pense aux mesures de sécurité dans les aéroports après un attentat, ou certaines réglementations sur les médicaments suite à un scandale sanitaire. Le texte met en garde contre deux écueils, Mhm. la crédulité face à ces narratifs, Et le cynisme total. exactement, qui peut mener au négationnisme. L'exemple cité dans le livre, c'est celui de la couverture initiale par le New York Times de la grande famine provoquée par Staline en Ukraine, qui avait largement minimisé la catastrophe à l'époque. D'accord. Alors, pour comprendre ces dynamiques de pouvoir, le livre propose un cadre assez frappant. Dieu, l'État et le réseau. Le network, Oui, trois léviathans successifs selon lui. qui modèle la société, la morale. C'est ça, une sorte de succession des grandes forces organisatrices. Dieu aurait été prédominant au XIXe siècle, l'État au XXe, Et le réseau, donc, Internet, les réseaux sociaux, la crypto, serait la force montante du 21e. voire dominante. Il donne un exemple assez simple pour illustrer ça. Pourquoi est-ce qu'on ne vole pas? La réponse change selon l'époque. Au XIXe, peut-être par crainte du jugement divin. Au XXe, par peur de la sanction de l'État, la police, la prison. Et au 21e, la raison pourrait devenir l'impossibilité technique grâce à la crypto, qui sécurise les biens numériques, par exemple. Ou alors la pression sociale et la surveillance exercée par le réseau lui-même, la réputation en ligne, etc.
D'accord. Et donc, selon cette analyse, on assisterait aujourd'hui à une montée en puissance du réseau face à l'État traditionnel. C'est la thèse du livre, oui. Plusieurs facteurs sont cités pour appuyer ça. D'abord, le chiffrement. Il rend la surveillance et la coercition par l'État plus difficiles, plus coûteuses à grande échelle. Il y a cette phrase choc « Rubber hose don't scale ». Exactement. L'idée que la violence physique directe, ça marche pas face à des millions de clés cryptographiques. Ensuite, le travail à distance. Ah oui, le télétravail. Ça donne plus de liberté aux individus par rapport aux contraintes géographiques, fiscales d'un État donné. Les crypto-monnaies, bien sûr, qui offrent une alternative aux monnaies contrôlées par les banques centrales. Et les smart contracts? Oui, les contrats intelligents, qui ont l'ambition de remplacer une partie du droit traditionnel, souvent jugé lent, coûteux, bureaucratique. Le livre illustre cette tension. Réseau contre État, avec des exemples concrets, non? Tout à fait. L'un des plus marquants qu'il mentionne, c'est le déplatformage de Donald Trump par les géants de la tech début 2021. Quand il a été banni de Twitter, Facebook... C'est ça. Pour l'auteur, c'était une démonstration assez spectaculaire du pouvoir du réseau, capable de réduire au silence le chef de l'État le plus puissant du monde, du moins sur ces plateformes-là. Mais l'inverse existe aussi, l'État qui reprend le dessus. Bien sûr, le livre nuance. Il montre aussi des cas où l'État l'emporte sur le réseau. Il cite par exemple les conflits récurrents entre la mairie de San Francisco et les entreprises de la tech qui y sont basées. Ou la Chine. Ah oui, la reprise en main très ferme des géants du numérique chinois par le Parti communiste chinois, le PCC. Ça, c'est un exemple très clair d'État-réseau. Ou encore, ce que l'auteur perçoit comme des tentatives d'influencer le développement de l'IA via des comités d'éthique, souvent proches de l'establishment politique ou académique. Donc ce n'est pas juste une opposition frontale, il peut y avoir des formes de fusion, de coexistence un peu complexes. Oui, l'idée de synthèse est aussi explorée. Des fusions potentiellement positives, selon lui. Les communautés Web3 ou Bitcoin qui créent leurs propres règles, leurs économies internes, c'est une forme d'auto-organisation permise par le réseau. Et des fusions plus négatives? Oui, vu plus négativement par l'auteur. La tendance à la régulation très forte, voire à la quasi-nationalisation des grandes entreprises technologiques, que ce soit sous la pression antitrust aux États-Unis ou par le contrôle direct du PCC en Chine. Et ce cadre Dieu-État-réseau, il l'utilise ensuite pour analyser les conflits idéologiques actuels. Notamment aux États-Unis, il parle d'une guerre civile numérique. C'est ça. Il utilise cette typologie, ces peuples associés à chaque Léviathan, pour décriquer un peu les camps en présence. Il évoque les tribus rouges, conservateurs, bleus, progressistes, et grises, libertariens, technologistes. Bon, on précise bien ici qu'on rapporte l'analyse et les termes du livre. On ne prend pas parti. Absolument, c'est important de le souligner. Ce qui est intéressant dans son analyse, c'est qu'il pointe des lignes de fracture à l'intérieur même de ces tribus, souvent basées sur l'allégeance principale. Est-on plus État ou plus réseau? Tu peux donner un exemple? Au sein de ce qu'il appelle la tribu bleue, le livre fait une distinction entre les étatistes de gauche, left autoritariens, qui vont privilégier les solutions passant par l'appareil d'État. Et les libertaires de gauche? Left libertarians. Voilà, qui seraient plus critiques envers l'establishment et plus tournés vers l'activisme via les réseaux sociaux, par exemple. Le concept de wokeness, il le décrit pas comme une religion, mais plutôt comme une doctrine très influente. D'accord. Avec des adhérents qui peuvent être pro-État ou pro-réseau. Il cite d'ailleurs plusieurs penseurs, Yarvin, McWhorter, Sullivan. Et il mentionne des concepts comme la paper belt. C'est quoi ça, PIS? C'est un terme un peu péjoratif pour désigner les institutions traditionnelles, universités prestigieuses, grands médias de la côte Est. Ou la cathédrale, une autre métaphore pour cet établissement idéologique qu'il juge très influent. Encore une fois, ce sont les analyses du livre. Et cette conflictualité, on la retrouve aussi dans la relation parfois tendue entre le monde de la tech et celui des médias traditionnels. Oui, tout à fait. Le livre résume ça par une formule un peu cryptique. PC vs PC. C'est-à-dire? Progressiste technologique contre conservateur de l'ordre médiatique établi. Cette lutte, selon l'auteur, mène à une situation où l'information est souvent déformée. Il cite ce dicton « Si les nouvelles sont fausses, imaginez l'histoire ». Et il s'appuie sur ce concept, l'amnésie de Gell-Mann. Oui, exactement. C'est cette tendance qu'on a tous. On repère très bien les erreurs ou les approximations des médias quand ça touche notre domaine d'expertise. Ah oui, c'est vrai. Mais pour le reste, on oublie et on leur fait confiance. Et il étend même ça à ce qu'il appelle l'Amérique de Gell-Mann. C'est-à-dire?
L'idée qu'il y aurait une conscience collective, un peu diffuse, que le présent est mal rapporté par les médias dominants. Et donc que le passé l'est sans doute encore plus. Il donne des exemples pour illustrer ça? Je suppose que ce sont des exemples controversés? Oui, il en cite plusieurs qui ont fait débat. La justification de la guerre en Irak, l'affaire du Russygate, le podcast Califat du New York Times qui s'est révélé largement basé sur une imposture. Un conflit, comme la bataille de Mossoul en 2017. Bon, on présente ces exemples tels qu'ils sont utilisés dans le livre pour appuyer son argument sur la fiabilité de l'information. D'accord. Et comment explique-t-il ces distorsions? Il décrit des mécanismes comme la distorsion de canal, en gros, amplifier ce qui arrange l'establishment, minimiser ou taire le reste, ou l'alignement narratif, privilégier les histoires qui collent au récit dominant, même si elles sont simplistes ou partiales. Il parle aussi de contre-décentralisation. Contre-décentralisation. Oui, la réaction combinée de ce qu'il appelle le techlash, la critique anti-tech, et le Great Awakening, le grand réveil woke. Pour lui, c'est la tentative de l'establishment de contrer la menace que représente le réseau décentralisé. D'accord. Bon, cette analyse du présent est assez critique, on peut dire. Mais alors, quelle est la proposition concrète? Revenons à cette idée centrale d'utiliser la technologie pour créer de nouveaux pays. L'État-réseau, comment ça marcherait concrètement? Alors, l'approche clé, elle est résumée par cette formule. D'abord le numérique, ensuite le territoire. Cloud first, land last. C'est une rupture totale avec l'histoire, ça. Oui. Les États se sont formés sur des territoires, puis ont développé des administrations, etc. Là, c'est l'inverse. Le livre détaille un processus en 7 étapes, un peu comme un plan. Voyons ça. Première étape. Fonder une Startup Society. C'est une communauté en ligne soudée par une vision commune, une sorte de proto-nation numérique. D'accord. Ensuite, L'organiser en Network Union. C'est un groupe capable d'action collective, financement participatif, négociation groupée, défense mutuelle. Un peu comme un syndicat, mais en réseau. troisième étape. Bâtir la confiance hors ligne, donc organiser des rencontres physiques, et construire une crypto-économie en ligne. Une monnaie interne, des échanges. D'accord. Et après l'économie en ligne, on passe au physique. C'est ça, étape 4. Financer collectivement l'achat ou la location de nœuds physiques. Ça peut être des appartements, des maisons, des quartiers, voire des villes entières à terme. Des sortes d'enclaves territoriales. Disons des points d'ancrage physiques. Étape 5. Connecter ces lieux, qui sont physiquement dispersés, en un archipel de réseaux, via le numérique évidemment, mais aussi par des liens logistiques, sociaux. Sixième étape, la croissance. Oui, croître en population, en richesse collective et en influence sur la scène internationale. Et l'objectif final, la septième étape. Obtenir la reconnaissance diplomatique d'au moins un État existant. C'est ça qui transformerait l'archipel de réseaux en un véritable État-réseau reconnu. C'est un cheminement très différent des révolutions, des guerres, des élections classiques pour prendre le pouvoir ou créer un État. Complètement. Et ça se distingue aussi d'autres projets un peu alternatifs comme les micronations. Oui, ces micro-États autoproclamés. Voilà, qui sont souvent vus par l'auteur comme des jeux de rôle, LARP en anglais, sans réelle capacité d'action ni base économique sérieuse. Ça se distingue aussi du seasteading, les projets de villes flottantes. Il pense quoi du seasteading? Il insiste sur le fait que ce n'est pas juste un jeu visuel. Oui, il prend l'exemple des crypto-monnaies. Elles ont montré comment une fiction collective, la valeur qu'on accorde à un token numérique, peut acquérir une réalité économique et sociale très puissante. Des milliards de dollars de capitalisation pour certaines. D'accord. Mais qu'est-ce qui définirait concrètement un État-réseau? Viable? Quels seraient les ingrédients essentiels selon Srinivasan? Il en liste plusieurs, assez précisément. D'abord, une conscience nationale partagée, qui émerge au sein de la communauté. Ensuite, un fondateur ou une fondatrice identifiable. Pas un mouvement anonyme, mais quelqu'un qui incarne le projet au début. Troisièmement, et c'est très important pour lui, une innovation morale claire. Ce qu'il appelle un commandement unique. Un commandement unique. Oui, une valeur, un principe fondamental qui distingue vraiment cette société des autres. C'est ce qui donne sa raison d'être morale. D'accord. Quoi d'autre? Une capacité prouvée d'action collective, on l'a vu avec le Network Union, un niveau de civilité interne élevé, comparable au monde physique, un réseau de territoires physiques, cet archipel, financé par la communauté, une économie interne basée sur la crypto. Et pour l'identité, la citoyenneté? Un système d'identité numérique type crypto-passeport basé sur le Web 3 pour gérer l'accès, les droits, la citoyenneté. Et enfin,
Une capitale virtuelle. Une capitale virtuelle. Oui, accessible en réalité virtuelle ou augmentée, pour maintenir le lien social, la cohésion, malgré la dispersion physique des membres. C'est très structuré comme vision. Il imagine même un moyen de suivre tous ces projets. Oui, c'est une idée un peu futuriste. Un site web hypothétique, nationrealestatepop.com, qui agrégerait les données vérifiées par cryptographie, nombre de membres, patrimoine immobilier détenu, PNB on-chain, de toutes les startup societies en cours. Une sorte de classement mondial des nations émergentes. Un tableau de bord, disons, pour mesurer leur progression. Il précise aussi que les étapes intermédiaires, devenir un network union influent ou un network archipelage stable, sont déjà des objectifs valables en soi. Pas besoin d'attendre la reconnaissance étatique pour avoir un impact. Et qui serait intéressé par se lancer là-dedans? Pourquoi créer un État-réseau? Le livre voit deux motivations principales. D'abord, pour les innovateurs technologiques, c'est la possibilité de construire sur une page blanche, sans le poids des infrastructures, des régulations héritées des vieux États-nations. Moins de contraintes. Voilà. Et deuxièmement, pour les réformateurs sociaux ou politiques, c'est l'opportunité de tester de nouveaux modèles de gouvernance, basés sur le volontariat, sur l'adhésion explicite à des règles, à des valeurs communes, plutôt que sur la simple naissance sur un territoire donné. Une approche plus contractuelle, moins coercitive. C'est l'idée. Et les technologies clés pour ça, il les liste. La crypto, pour l'économie, la souveraineté individuelle, le travail à distance, pour découpler lieu de vie et travail, la VR, l'AR, pour la capitale virtuelle, liée physique et numérique, les réseaux sociaux, pour former la communauté initiale, la téléprésence. La téléprésence. Oui, des robots contrôlés à distance. Il imagine ça comme une forme d'immigration virtuelle future pour participer à la vie d'un État-réseau sans y être physiquement. Et enfin, le pseudonymat pour protéger les fondateurs et les premiers membres, surtout au début. Fascinant. Et un peu déroutant aussi. Le livre replace ensuite cette idée d'État-réseau dans un contexte géopolitique plus large. Il parle d'un moment tripolaire. Qu'est-ce que c'est? C'est sa lecture des grandes forces qui structurent le monde aujourd'hui. Il les résume par 3 sigles, NYT, VS, CCP, VS, BTC. NYT, CCP, BTC, c'est-à-dire? Derrière ces sigles, il voit 3 pôles d'influence mondiaux. Premièrement, NYT, ça symbolise l'establishment américain et occidental, avec sa source de vérité qui serait plutôt médiatique, le New York Times comme symbole, son économie basée sur le dollar, son réseau d'influence culturelle et politique, et son idéologie qu'il nomme le capital woke. D'accord. Deuxième pôle, CCP. Le Parti communiste chinois. Là, la source de vérité est étatique, le parti lui-même, l'économie numérique est centralisée, le yuan numérique, le réseau est celui du contrôle étatique, et l'idéologie, c'est le capital communiste selon ses termes. Et le troisième pôle, BTC. Ça symbolise l'Internet global, décentralisé. La source de vérité, c'est le protocole, le code, la blockchain. L'économie émergente, c'est le Web 3, la crypto. Le réseau est distribué, mondial. Et l'idéologie, c'est le capital crypto. Bon, encore une fois, c'est l'analyse du livre, on le précise. C'est une grille de lecture audacieuse. Oui, très audacieuse, qui réinterprète les luttes de pouvoir mondiales actuelles. Il la présente même comme une sorte de version 2.0 de la lutte tripartite du milieu du XXe siècle. Ah oui, laquelle? Celle entre la puissance morale qu'il associe aujourd'hui au pôle NYT, la puissance martiale associée au pôle CCP et la puissance monétaire associée au pôle BTC crypto. Et à chaque pôle correspondrait une posture. C'est ça. La soumission face au pouvoir autoritaire, qu'il lie au CCP, la sympathie envers le discours moralisateur lié au NYT, et la souveraineté individuelle prônée par l'ethos crypto, lié à BTC. Et il suggère qu'il faut éviter les extrêmes. Oui. Il pense que les extrêmes de chaque posture sont problématiques. Il évoque l'idée d'un centre recentralisé qui chercherait à intégrer les éléments positifs des 3 pôles, comme une voie d'avenir possible. Mais les interactions sont complexes. Il y a des conflits ouverts, NYT vs CCP, NYT vs BTC, CCP vs BTC, des alliances de circonstances possibles, de contraintes, et aussi des tensions internes à chaque pôle. C'est une vision assez conflictuelle du monde actuel. Mais il est important de préciser une chose. Quand le livre explore des scénarios futurs, il parle d'anarchie américaine, de contrôle chinois, d'intermédiaire international. Oui. L'auteur les présente bien comme des fictions, n'est-ce pas? Des exercices de pensée.
Ah oui, c'est absolument crucial de le dire. Srinivasan insiste beaucoup là-dessus. Ce sont des explorations fictionnelles, des modèles mentaux conçus pour nous aider à imaginer des futurs potentiellement très différents et à réfléchir à leurs implications. Pas des prédictions. Non, pas du tout, des prédictions littérales, plutôt des scénarios spéculatifs pour stimuler le débat, la préparation, l'imagination. Parfait. Donc si on devait essayer de résumer l'idée vraiment forte qui ressort de tout ça, de ces extraits, c'est cette conviction que la technologie, notamment la crypto, les réseaux, ouvre une nouvelle frontière, Oui, celle de la création de sociétés choisies, volontaire. ces Startup Societies, qui pourraient, un jour peut-être, devenir des États-réseaux reconnus. Et le tout en partant du numérique pour éventuellement s'ancrer dans le physique. C'est exactement ça, l'idée maîtresse. Et les moteurs de cette évolution potentielle, ce serait quoi? Un mélange de mécontentement envers les systèmes actuels, sans doute. Oui, une certaine désillusion. La puissance croissante des réseaux, qu'on voit tous les jours. L'existence de ces nouveaux outils cryptographiques pour créer de la confiance, de l'économie, sans avoir besoin de la permission d'un État central. Et puis, peut-être surtout, ce désir humain assez fondamental d'appartenir à une communauté qui partage des valeurs fortes. Ce que le livre appelle le commandement unique. Exactement. Ce socle moral ou idéologique distinctif de chaque nouvelle société potentielle. C'est ce qui ferait leur différence, leur attrait. Et voilà qui nous laisse avec une question, assez vertigineuse pour la suite, non? Si cette vision se concrétise, même juste un peu, Hmm. est-ce que la prochaine grande migration de l'humanité, elle se fera pas vers de nouvelles terres vierges, comme autrefois, mais plutôt vers une mosaïque de continents? Des continents à la fois numériques et physiques, interconnectés. Chacun défini par sa propre proposition de valeur, morale, sociale, technologique. C'est une perspective qui donne un peu le tournis. En tout cas, merci de nous avoir accompagnés dans cette analyse approfondie. Merci à toi, c'était passionnant.